L'instant du décryptage, l'instant de l'analyse, l'instant de la clairvoyance. Amis lecteurs, bien le bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin dans le cadre de cette autre édition de la Tribune, mais alors la grande sur votre chaîne panafricaine. Et bien ce matin, nous allons donc décrypter, on l'a dit pour vous, les unes, mais alors les meilleures telles que parues sur le continent africain. Pour nous aider à le faire ce matin, Albert Anato est mon invité. Albert, bonjour, bienvenue. Bonjour Fabrice, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision panafricaine. Permettez-moi, Fabrice, ce matin de m'interroger, de questionner, n'est-ce pas, le cap de l'émergence tel que fixé par de nombreux pays de l'Afrique subsaharienne. Si nous n'avons pas la possibilité de régler les questions d'énergie électrique, est-ce que nous allons pouvoir régler les problèmes d'émergence? Cette nuit, il y a eu une forte pluie qui est tombée sur la capitale économique du Cameroun, qui a eu pour conséquence, n'est-ce pas, de mettre à terre les poteaux de câbles électriques. Et je crois qu'il va falloir justement, non pas seulement se contenter de construire des barrages hydroélectriques, mais il faut surtout carrément refaire tout le réseau, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec des fils électriques qui pendouillent dans le ciel, mais qui exposent les populations au moindre orage. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des quartiers qui vont carrément rester dans le noir toute la journée, pratiquement toute la nuit, toute la prochaine nuit, la nuit qui arrive. Pourquoi? Parce que tout le réseau est défectueux et le nouvel opérateur dans le secteur n'a pas pu véritablement engager les investissements qu'il fallait pour que nous ayons de l'énergie électrique en qualité et en quantité. Mais surtout en qualité, tel que vous le dit d'ailleurs Albert Anato. En tout cas, on espère tout simplement que votre cri de guerre a été transmis à qui de droit et que naturellement des choses seront faites dans les jours à venir pour refaire naturellement le réseau et de distribution de l'énergie du côté donc du Cameroun précisément. Et bien, ça sera donc avec ce coup de gueule que nous allons entrer naturellement dans le vif du sujet de ce matin. Et puis nous allons donc prendre la toute première qui plante naturellement le décor de cette autre édition puisque nous sommes rendus au 2 avril 2018. C'est donc Gabon Actualité qui est en ligne depuis quasiment quelques heures. Et bien Malabo nous dit le journal s'inspire donc du modèle gabonais. Le président équato-guinéen Teodoro Nguema, qui veut sortir son pays de la très forte dépendance du pétrole, a dépêché au Gabon son secrétaire d'État aux mines, Santiago Mbaye Némé, pour explorer dans les possibilités de dynamiser ce secteur encore mal exploré dans son pays. Santiago Mbaye Némé s'est naturellement rendu dans la province du Haut-Ogooué, qui exploite d'ailleurs le minerai de manganèse depuis quasiment un demi-siècle dans la petite ville de Mouada. C'est aussi dans cette province, nous dit le journal, que le Gabon a exploité l'uranium durant 40 années. Alors il faut le dire, Albert, c'est donc un gouvernement équato-guinéen qui veut diversifier naturellement ses ressources économiques. Et bien le journal nous fait savoir ce matin que le président de la République a donc dépêché son ministre des Mines, M. Santiago Mbaye Némé, naturellement pour aller voir comment est-ce que la Guinée équatoriale peut naturellement, avec ses ressources minières, relancer naturellement son économie et puis sortir de la dépendance totale du pétrole. Absolument, je pense je crois qu'il fallait déjà réfléchir dans cette perspective, justement, de diversifier les sources de revenus, n'est-ce pas, de l'État guinéen, équato-guinéen autant pour moi. Un État ne peut pas dépendre uniquement du pétrole, des ressources pétrolières. Il faut les diversifier. Encore que le coût du baril du pétrole est assez absolument, il faut absolument diversifier. Et plus, un pays ne se construit pas uniquement sur la base des ressources du sous-sol. Il faut diversifier parce que les pays, pour qu'ils soient véritablement émergents, il faut diversifier des ressources, c'est-à-dire pouvoir créer une industrie comme dans l'agroalimentaire, entre autres dans l'agroforesterie. Il faut diversifier ces ressources parce que, vous savez, les ressources naturelles, c'est comme ils sont de maldition, parfois qui traînent derrière. Et à la fin, en tout cas, c'est des ressources très pérennes. Est-ce qu'ils ne sont pas pérennes? Pour qu'ils ne sont pas pérennes, il s'agit des ressources aléatoires. Je pense que jusqu'ici, la Guinée équatoriale s'en sort très bien en exploitant judicieusement les ressources issues du pétrole. J'ose croire qu'avec le nouveau défi qui a été lancé au niveau de l'exploration minière, ça pourra peut-être également renforcer ce qui est en train d'être fait sur le plan économique au niveau de ce petit pays de la sous-région Afrique centrale. On va sortir définitivement de cette question, Albert Anatole, et se questionner naturellement sur l'ensemble des États de l'Afrique subsaharienne, naturellement, qui ont un sous-sol assez conséquent. On parle de la République démocratique du Congo, on parle même de ce Gabon, on parle du Cameroun, on parle même du Sénégal, mais évidemment, on a l'impression que
du moins c'est l'impression qui se dégage et que les mines n'apportent pas grand-chose dans le portefeuille gouvernemental. C'est quoi le véritable problème? Le véritable problème, c'est d'abord, il faut d'abord relativiser les choses parce que chaque pays a sa politique économique, chaque pays a sa politique d'exploitation de ses ressources naturelles. Je pense donc que pour certains pays, il faut plutôt toucher à d'autres ressources que de toucher aux ressources du sous-sol, qui doivent rester une sorte de réserve pour les générations futures. Donc je crois qu'il faut donc déjà à ce niveau-là regarder les choses de ce prisme-là. Mais de l'autre côté, il y a le plus souvent un problème, soit de crédibilité politique en vue de pouvoir intéresser les investisseurs dans le secteur ou dans la filière. De l'autre côté, il s'agit d'un problème de mésentente avec les potentiels investisseurs dans ce secteur-là, parce que le plus souvent, ce qui fait problème, c'est la mise en œuvre des cahiers de charges éventuels. Vous savez que les cahiers de charges, c'est là que se passe tout. C'est-à-dire que si le pays qui est propriétaire de ces ressources voudrait que la transformation se passe localement et que de l'autre côté, on voudrait plutôt envoyer les ressources pour que ce soit transformé à l'extérieur. Vous convenez avec moi que ça ne peut pas marcher. Il faut donc non seulement qu'il y ait une transformation locale, mais il faut qu'il y ait également un transfert de technologies pour ça puisse véritablement bénéficier aux communautés et à la population locale. D'accord, on va sortir du Gabon avec cette autre actualité que relaie ce matin Gabon Refus. Eh bien, c'est donc l'Organisation nationale des employés du pétrole, puisqu'on parle naturellement des ressources minières et même voilà, des ressources minières du côté donc, du Gabon. Eh bien, il faut le dire, l'Organisation nationale des employés du pétrole est donc entrée en grève avec donc Gabon Refus, Adax Petroleum, les employés en grève de 15 jours. Le Bureau national de l'Organisation nationale des employés du pétrole a déclenché le 1er avril 2018. C'était hier une grève d'avertissement de 15 jours sur l'ensemble des sites de la société. Eh bien, les choses sont loin de s'arranger pour Adax Petroleum. Le NEP a d'ailleurs annoncé une grève d'avertissement de 15 jours sur l'ensemble des sites à compter du 1er avril. En effet, n'ayant obtenu aucune satisfaction sur les préalables et points de droit exigés par les employés d'Adax Petroleum avant toutes les négociations avec la direction générale de l'entreprise, l'ONEP s'est rendu à l'évidence qu'il n'y avait pas une autre voie que celle de la grève, avec donc l'expiration du préavis de grève déposé. C'était le 26 mars dernier, on se rappelle naturellement. Elle a donc décidé de lancer un autre mouvement de grève dans de 15 jours sur l'ensemble des installations où sont d'ailleurs affectés, les employés d'Adax. Eh bien, il faut dire, ils sont pas, cette société est naturellement fait l'objet de bon nombre de revendications depuis quelques temps de la part de ses employés, mais jusqu'ici on a l'impression que c'est la sourde oreille de la part de l'administration de l'Adax Petroleum du côté du Gabon. Adax Petroleum, c'est d'abord, il faut déjà le souligner, il s'agit d'une société pétrolière qui a l'achat de l'exploration, de l'exploitation et de la distribution des produits pétroliers et des dérivés. Donc, et ça veut donc dire qu'il s'agit d'une société qui, en temps normal, ne devrait pas avoir en train de gérer, ne devrait pas être en train de gérer un mouvement d'humeur ou de grève. Ça revient dans ce qu'il disait tantôt, que lorsque les cas de charge ne sont pas respectés, ça conduit justement à ce genre de blocage social. Parce qu'il s'agit de quoi dans le fond? Dans le fond, il s'agit des revendications sociales qui reposent non seulement sur les conditions, les meilleures conditions de travail, mais les salariales également. Donc, est-ce que vous pouvez, vous imaginez donc qu'une société pétrolière qui s'occupe de l'exploration, de la distribution, de la distribution et certainement de la commercialisation des produits pétroliers puisse être en train de gérer des mouvements d'humeur? Ça veut dire que les bénéfices issus de ces activités vont ailleurs, ne sont pas équitablement redistribués. Donc, c'est tout à fait logique et je pense que si ce n'est pas le cas, si les conditions sociales et revendiquées exigées par le personnel ne sont pas revendiquées, les emplois, je veux dire, ne sont pas respectés, ils sont en droit de pouvoir exprimer leur mécontentement par les voies légales, c'est-à-dire le droit de grève. Ouais. Parfait, Albert Alatol. On va donc quitter le Gabon pour le Cameroun. On s'intéresse naturellement à la gestion des documents, confidentiels de l'État avec donc le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune à la une du journal locaux d'alerte. Eh bien, le journal nous fait savoir que face donc aux dérives observées avec la divulgation des documents administratifs par
parfois frappé du sceau de la confidentialité. Le Premier ministre Philemon Yang a donc, à travers une circulaire rendue publique la semaine dernière, donc appelle les différentes administrations publiques à tout mettre d'ailleurs en œuvre pour stopper naturellement cette tendance, nous dit le journal. Et bien, un autre journal qui a revenu sur cette grande actualité, c'est l'essentiel, et parle plutôt pour sa part de libertinage. Et rien n'est plus confidentiel et rien n'est plus top secret dans un gouvernement qu'on appelle le Cameroun. Assez grave. Alors, disons que c'est assez grave. Vous avez constaté ces derniers temps, comme je l'ai également constaté, observé, que les documents frappés du sceau confidentiel se retrouvent dans les réseaux sociaux. Alors, ces documents-là qui sont, pour la plupart, proviennent de la présidente de la République, des départements ministériels ou bien du Premier ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de ces administrations des individus qui ont leur relais à l'extérieur, à qui ils communiquent. Pourquoi ce n'est pas le plus souvent? Le plus souvent, c'est que j'ai mon ami Fabrice qui peut être intéressé par telle actualité, le monsieur ou la dame, il flash, il vous envoie l'image et avec l'effet boomerang, l'effet domino autant pour moi, l'effet papillon, vous me l'envoyez, il envoie à mon groupe certainement et c'est comment ça se retrouve. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que ce n'est pas difficile de retrouver quelle est la source. Et je crois que désormais le Cameroun a les moyens de pouvoir gérer ça. Mais par contre, ce qui me préoccupe davantage par rapport à cette actualité, c'est pourquoi est-ce que ces documents se retrouvent dans les réseaux sociaux? Y aurait-il ça veut dire qu'il y a en interne les individus qui ont certainement des règlements de compte à régler avec XY, parce que vous vous souvenez également qu'il y a 2 semaines, il y a une liste frappée du sceau de la confidentialité qui interdisait justement de la sortie de certaines personnes qui sont que pourrait intéresser justement l'opération épervier. Nous avons dans cette liste ces messages portés du directeur général de la Sûreté nationale qui se retrouvent dans les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sorte de règlement de compte de lynchage médiatique. Il y en a qui veulent montrer que, contrairement à ce que vous pensez de tel ou de tel autre, il est pourri, il n'est pas sérieux, voilà. Je dis que c'est des règlements de compte sur l'espace cybernétique. Je crois qu'il faut encadrer ça. Il faut s'encadrer. Nous avons justement la loi sur la cybercriminalité dans ce pays qu'il faut absolument pouvoir appliquer dans sa rigueur et sa vigueur. En tout cas, on est en train de voir si jamais cela pourra donc être appliqué au Cameroun. En tout cas, on va davantage rester dans cette opération épervier qui fait jaser beaucoup d'encre et de salive du côté, donc couler beaucoup d'encre et de salive du côté du Cameroun. Opération épervier, donc les 2 plaintes de Solo qui l'emportent avec finalement à Tanganakuna 5 dossiers au total. Seuls 2 intéressent actuellement le tribunal criminel spécial, on va dire, quasiment M. Solo et M. Tanganakuna qui ont donc coulé dans cette autre opération de l'épervier finalement l'un sans l'autre. Bon, disons que d'une certaine manière, ils étaient quelque peu liés par le destin. Parce que même si à un moment donné, M. William Solo est arrivé à Kamota comme DG, et qu'il a trouvé une société dans laquelle on pratiquait un sport assez particulier qu'on appelle la gabegie, la corruption, le mercantilisme et tout ce que vous pouvez imaginer qui contribuait non pas à rentabiliser la société, mais beaucoup plus à la couler. Et quand il arrive donc, il se retrouve en train d'être mis en difficulté. Parce que quand M. Solo William arrive à la Kamota, M. Atanakuna est ministre de l'eau et de l'énergie. Donc ce qui fait que le budget, je veux dire, le budget qui était alloué aux investissements de l'extension du réseau de distribution d'eau était bloqué. Il y a une seule structure qui avait la responsabilité des travaux d'extension de ces travaux d'extension du réseau de distribution d'eau de Kamota. Il s'agit d'une société qui a été créée qui appartenait à M. Atanakuna et dans laquelle il avait des parts au travers des personnes, des intermédiaires, des personnes liges, comme on dit. Donc, et qui
avait, je veux dire, l'avantage, le privilège de voir des factures payées au détriment des autres fournisseurs ou prestataires de Kamota. On dit que c'est ces entreprises donc, qui déposent des plaintes, parce qu'à un moment donné, ils s'est retrouvé en train de subir des arbres, des combats, des batailles villageoises, comme on en retrouve souvent sur nos républiques un peu bananières. Donc, il a déposé des plaintes pour dénoncer cette situation. Finalement, donc, et il s'est donc retrouvé qu'il est plus ou moins lié dans diverses opérations liées à la gestion de cette société. Je me dis donc, parce qu'en réalité, pour dire vrai, monsieur Solo, il est un peu surpris qu'il se trouve du côté de Koningui et non à l'extérieur. Je crois qu'il va falloir que le TCS puisse davantage investiguer là-dessus afin d'établir véritablement la responsabilité des uns et des autres. D'accord, on va donc suivre tranquillement cette actualité du côté du Cameroun. Le Tri-Hebdo le soir est aussi en kiosque ce matin et on reste également dans le cadre de l'opération épervier. Le journal nous annonce en grande une ce matin que le temps des interpellations et même des arrestations, plusieurs signes présagent d'ailleurs de l'arrivée de certains hauts commis de l'État dans les geôles du côté du Cameroun, des transferements des prisonniers de Kondengui vers d'autres prisons à l'instar de Monatili et de Bafia, aménagement de nouvelles cellules, liste des potentiels clients à lire donc en page 2 du dit journal. Alors finalement, on ne dira jamais assez, Albert Anatole, ces arrestations n'ont pu finir dévoile ou alors mettre au goût du jour une véritable vérité dans ce pays-là, c'est que finalement on a un gouvernement plus ou moins pas très sérieux. Non, je ne sais pas si c'est le gouvernement qui n'est pas sérieux ou bien si c'est les politiques qui ne sont pas tout à fait fiables. Je voudrais dire que lorsque vous avez la responsabilité de gérer le patrimoine public, il faut faire preuve de beaucoup de sagesse, d'intégrité morale. Et je crois que pour que ces préalables soient respectés, il faut d'abord qu'on retourne à l'application de l'article 66 sur la déclaration des biens. Tant que cet article n'est pas appliqué, c'est le moment où vous prenez la gestion d'une société publique parapublique ou quand vous entrez au gouvernement, on doit pouvoir faire l'inventaire de vos biens. C'est ce que stipule cet article, notamment je crois que c'est sur son alliage, en son alliage, 5. Donc, il faut déjà qu'on commence par là pour que l'opération épervier soit considérée comme sérieuse. Sinon, on va se trouver en train de pouvoir naviguer à vue. Mais ce n'est pas ce qui intéresse, en tout cas, le commun des Camerounais. Ce n'est pas tant les interpellations ou les arrestations, mais c'est la restitution des sommes détournées, présumées détournées. C'est ça qui intéresse, c'est ça qui vous intéresse, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il ne sert à rien que X ou Y soit interpellé, arrêté, mis en détention à Koningui ou à Newbel et que ses comptes, que son agent continue à construire des immeubles, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Mais que dans les zones les plus reculées, les régions les plus reculées du pays. Les prisons dans ces prisons-là coûtent encore au gouvernement parce qu'il va falloir aménager d'autres prisons, d'autres cellules du côté de Monatélé, de Bafia. Finalement, on n'a pas trop intérêt à lorsqu'on fait le bilan de cette opération épervier qui vise à l'assainissement de la gestion du patrimoine public et à la restitution du corps de l'État, c'est-à-dire l'argent détourné ou présumé détourné, il est chiche, le bilan du TCS en matière de recouvrement. Depuis les 5 milliards de francs CFA depuis sa création, on a dit c'est chiche. C'est un bilan chiche. J'ai dit c'est un bilan très chiche. Très chiche parce que lorsqu'on comparé aux charges liées aux diverses procédures en matière d'émission, d'investigation à l'extérieur, notamment ça coûte davantage plus cher aux contribuables camerounais que l'inverse. Donc je pense qu'il va falloir recadrer, repenser cette affaire-là. En tout cas, l'ambiance était quasiment particulière. C'était donc à Kondengui, puisque nous parlons naturellement de cette opération épervier et des hauts commis de l'État qui sont donc depuis quelques temps en arrêt donc, du côté de Kondengui, avec donc mutation quotidienne qui est également en kiosque ce matin. Ce que Monseigneur Barga a dit donc finalement aux prisonniers de cette prison plutôt particulière du côté du Cameroun. L'archevêque donc métropolitain de Yaoundé a célébré une messe à l'occasion du samedi 5, c'était donc du côté de Kondengui. On voit d'ailleurs ces figures qu'on a très très bien connues du côté du Cameroun, au rang desquelles le professeur Gervais Mendozé. Oui, mais il faut savoir que monsieur, le professeur Gervais Mendozé, il a créé une chorale dans le pénitencier
et de Yaoundé, qui l'anime bien sûr, comme la même année qu'il a animé la chorale. Je vois Roger Liga sourire de l'autre côté de la technique. Au même titre qu'il a animé la chorale La Voix du Sénat, qu'il avait créé quand du temps il était DG de directeur général de la CIATV. Donc je pense que les prisonniers... On les voit d'ailleurs toujours très bien habillés. Est-ce que finalement on peut conclure qu'ils sont en prison? Ils sont en prison puisque leur liberté est restreinte. Donc ils sont en prison, mais sauf que leurs droits, les autres droits les plus élémentaires, malgré le fait en tout cas, qu'ils soient en prison, ils ont des droits. Le droit à la liberté. Sauf que ces droits ne s'appliquent pas à la liberté de bénéficier de bonnes conditions de détention. Ils ont ce droit. C'est pour ça que la plupart, d'ailleurs, vous l'avez souligné, ont des prisons climatisées avec les écrans plasma que vous n'avez certainement pas chez vous, avec le sol qui est carrelé. Certainement, vous n'avez pas une maison qui a un sol carrelé. Donc, si vous avez déjà, avec des petits frigos, certainement bien garnis, donc la seule chose... C'est plutôt une retraite anticipée pour eux. La seule chose qui leur manque là-bas, c'est d'aller en voiture. Mais ils vont quand même à pied. C'est la seule chose qui leur manque. Puisque de l'intérieur de leur prison, ils gèrent leurs affaires à l'extérieur. Ça veut donc dire qu'en tout cas, ils bénéficient de tous leurs droits, sauf le droit de liberté. Donc je pense qu'il reste en tout cas des êtres humains qui doivent être traités comme tels. Et selon vous, quel pourrait être naturellement le discours de Monseigneur Barga qui s'adresse quand même à ces gens qui ont une image plus ou moins écornée du côté du Cameroun? Non, Monseigneur Barga leur a fait comprendre qu'ils sont, même s'ils sont en délicatesse avec la société par rapport aux actes qui leur sont reprochés, étant à l'intérieur de la prison, ils ont le temps de faire le mea culpa et quand ils sortent, ils peuvent devenir de nouvelles créatures. Sûrement. Bien compris, on reste au Cameroun. Licence 3 et 4 d'Orange et MTN, on en parle ce matin. Une odeur de corruption irrite finalement le président de la République, Paul Biya. C'est ce que nous annonce en grande pompe ce matin et Singang. La signature donc, du décret d'approbation des contrats de concession est conditionnée par le rapport d'une enquête donc commandée par M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Finalement, cette histoire de licence 3, licence 4, 4G, 3G, 5G, je ne sais plus quoi, on a finalement l'impression que ce n'est pas une réalité du côté du Cameroun, du moins pour les consommateurs d'Orange et d'MTN Cameroun. Mais écoutez, le vrai temps, c'est que nous avons là au Cameroun de faire des annonces. Des annonces, on nous a parlé de 3G, il y en a qui sont allés jusqu'à 4G. Je ne suis pas sûr que lorsque vous émettez un coup de fil, vous n'avez pas de désagrément. Je ne sais pas si c'est ça les effets de la 4G ou de la 3G. Je pense donc que l'organisme, je veux dire la structure, l'ART, l'agent de régulation de télécommunications, qui a la responsabilité de régler ces secteurs-là, n'est pas en train de faire véritablement son travail. Et il me semble donc que l'État, en l'occurrence le ministre des Postes et des Télécommunications, doit pouvoir prendre ses responsabilités pour qu'on cesse de prendre, n'est-ce pas, les Camerounais pour des canards sauvages. Parce que déjà au Cameroun, les télécommunications, je veux dire, la communication, ça coûte cher. Ça coûte toujours très cher. Ça coûte excessivement cher. L'offre de services en matière de téléphonie mobile au Cameroun, ça coûte cher. Donc, il va falloir que de jongler avec les différentes offres tarifaires. Il va falloir que l'État régule au travers l'arrêté ces secteurs en matière de tarifs, en matière d'offres de services. Parce que moi, je ne suis pas satisfait de l'offre de services ni d'Orange, ni de MTN en tant que client. Parce que pour vous appeler ce matin, il a fallu que je fasse 3 ou 4 tentatives. À chaque fois, quand je ne suis pas coupé, je vous envoie notre communication et c'est comme s'il y avait des parasites dans le réseau. Donc je pense qu'il faut que ces gens qui viennent faire des milliards au Cameroun pensent à investir. Parce qu'il y a quelque chose que je voudrais vous dire, que je voudrais vous relever sur ce plateau, à savoir que, est-ce que vous savez que les opérateurs de Orange et MTN n'avaient pas prévu dans leur investissement la technologie qui permet de pouvoir contrôler les communications ici, notamment dans la gestion du terrorisme. Il a fallu que l'État
leur demande de recadrer pour que ce soit fait. D'où les désagréments que nous observons ces derniers temps. C'est-à-dire que quand vous émettez un appel, parfois ça part, parfois ça ne part pas, parfois ça part, parfois ça ne part pas. Vous parlez, pendant que vous parlez, votre correspondant ne vous suit pas, et vice-versa. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas prévu tout ça. Est-ce que vous savez que vous pouvez être exposé et que l'opérateur Orange MTN ne puisse pas localiser votre menace? Je pense qu'il faut que l'État puisse amener ces gens qui viennent faire des milliards chez nous et puisse davantage investir dans ce secteur afin de protéger des citoyens des criminels téléphoniques. Parce que ça existe également. Bien compris, Albert. On va donc quitter l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Est. C'est donc avec le journal de News Time. Nous sommes donc du côté du Rwanda. Merci à Roger Liga qui nous fait savoir ça ce matin que 1500 réfugiés burundais ont donc été rapatriés. Plus de 1500 Burundais qui sont donc entrés au Rwanda le mois dernier depuis la République démocratique du Congo ont donc été rapatriés dans leur pays dimanche après avoir refusé l'enregistrement biométrique et la vaccination des enfants en raison de ce qu'ils disent être leur croyance religieuse. À 9h30, donc 1500 d'entre eux qui campaient au centre de transit de Gashora dans le district de Bungesera avaient donc traversé la frontière avec le Burundi et étaient déjà en train d'être recensés par les responsables burundais. Alors lorsqu'on est réfugié dans un pays, on a quand même ce devoir de se plier un tout petit peu à certaines exigences, notamment le processus de vaccination qui permet quand même de connaître l'état de santé ou alors de prévenir certaines maladies. Absolument, c'est le B.A.B.A. C'est que lorsque vous êtes réfugié ou étranger dans un pays, vous vous pliez aux exigences réglementaires et légales de cet État-là. Donc, je pense que ce n'est pas parce que vous êtes réfugié que vous ne devez pas vous plier aux exigences réglementaires, sanitaires ou légales de cet État. Le Rwanda a le droit, dans son droit, de pouvoir justement les expulser parce qu'il ne faut pas que ces réfugiés viennent exposer leurs compatriotes, leur population, pour des croyances qui leur sont certainement légitimes là-bas, mais quand ils sont sur notre territoire. Donc je crois que de ce côté-là, le HCR ne viendra pas faire un procès au Rwanda d'avoir expulsé les 1500 réfugiés. D'accord, bien compris. Nous restons en Afrique de l'Est avec donc Iran Online, le journal somalien qui est en ligne aussi par des extrémistes qui tuent 4 soldats de l'Union africaine dans le sud de la Somalie. Des extrémistes islamiques somaliens d'Al-Shabaab ont donc lancé dimanche une attaque contre une base des troupes de l'Union africaine dans le sud du pays, tuant 4 casques bleus ougandais, a déclaré le porte-parole de l'armée ougandaise, Brick Richard Karemir. 4 autres Ougandais ont donc été blessés, a déclaré Karemir à la Associated Press du côté donc de la Somalie. Alors depuis notamment la division des deux Soudans, on a évidemment l'impression que la sécurité n'est pas assez garantie de ce côté du continent. Vous savez, la sécurité, c'est comme le problème de santé. C'est-à-dire qu'il faut être en alerte permanente. Ce n'est pas parce qu'il peut avoir un problème d'accalmie que vous baissez la garde. Et c'est souvent le problème de ces personnes qui ont la charge de la sécurité des populations du territoire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un peu d'accalmie, ils s'occupent d'autres activités qui n'ont rien à voir avec leur mission sur le terrain. Donc je pense que les questions sécuritaires, ce sont des questions sensibles et fondamentales au niveau de la stabilité d'un État. Il faut en même temps mettre à disposition des troupes de l'Union africaine des moyens logistiques. Parce qu'il s'agit aussi pour pouvoir anticiper. Parce que le plus souvent, ces troupes-là, ils n'utilisent que les moyens qui sont un peu, j'ai envie de dire, résiduels. Ce n'est pas véritablement fiable. Je crois qu'il faut utiliser en matière de lutte contre le terrorisme le triptyque prévention, intervention, bien évidemment, et répression. Parce que c'est important, parce qu'il faut prévenir, ça veut dire qu'il faut avoir une théologie qui permet de pouvoir d'évancer tout d'être en avant. Il faut tout le temps il faut absolument être en avant. Il faut être capable d'intercepter. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une menace qui est en perspective, vous l'interceptez. Vous devez être capable de pouvoir intervenir.
lorsque la menace est évidente. Mais le plus souvent, c'est que cette étude qui vient d'énoncer, ce n'est pas tout à fait ça. Vous semblez interpeller tout à l'heure l'Union africaine. On se rappelle naturellement qu'en janvier dernier, c'était donc du côté d'Addis Abeba. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine avait d'ailleurs été mis sur pied. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous avez l'impression plus ou moins que ce Conseil paix et sécurité semble être à l'œuvre sur le continent? Vous savez, tout récemment, je fais une légère digression. Tout récemment, on a beaucoup festoyé, s'est beaucoup réjoui de l'accord de libre-échange économique qui a été signé à Kigali, au Rwanda. Mais pour que cette affaire-là soit effective, ça prendra encore moins de 10 ans. Pourquoi? Parce que il y a des réalités, il y a des égos, il y a des problèmes internes à chaque État. Il faut ratifier. Il faut beaucoup de paperasses qu'il faut régler. Il faut que cette affaire-là soit tout à fait sérieuse, que ça soit mise en musique. C'est la même chose avec le Conseil de sécurité de l'Union africaine. Pour que ça marche, il faut d'abord que, dans le cas général, nous pouvons être d'accord, mais chaque État a sa politique sécuritaire. Et il faut que chaque État puisse d'abord ratifier, parce que je peux dire oui, je suis d'accord, mais comme mon Parlement me dit non, il faut attendre cette affaire-là. Conséquence, ça va créer des blocages. Il ne faut pas que nous ne voyons pas la pertinence de gérer cette affaire-là comme vous vous êtes engagé à le faire. Nous n'avons pas, il faut que nous puissions pouvoir maîtriser tous les contours de cette affaire afin de vous permettre d'amener nos soldats au front. Ça, vous n'allez pas le contester à un chef d'État qui pense ainsi, comme le pense par exemple le président du Nigeria, pour ce qui est des accords de libre-échange économique. Donc je pense que mais il faut quand même agir dans l'urgence, tout en mettant en perspective les réalités qui sont propres à chaque État. À chaque État, d'accord. Le magazine panafricain Afrique Révélation est naturellement en ligne et le journal s'intéresse naturellement aux relations bilatérales entre le Zimbabwe donc, et la Chine qui semble être visiblement une destination assez prisée par les chefs d'État africains. L'espace quasiment de 2 semaines, on a pu recenser à la rédaction d'Afrique Média Télévision. On a donc eu 3 présidents qui ont donc appelé du moins sollicité l'aide chinoise. D'abord, de prime abord, le président camerounais Paul Biya qui vient d'ailleurs d'être du côté de la Chine et donc le partenariat semble d'ailleurs être célébré dans ce pays-là. Mais tout récemment, on a eu le président Gégop naturellement du côté donc, de la Namibie qui a également souhaité intensifier les relations entre la Chine et ce pays-là. Aujourd'hui, on a donc le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, qui est donc allé du côté de la Chine, naturellement pour avoir un tout petit peu le soutien de ce pays-là, en visite donc en Chine, partenaire historique, nous dit le journal du Zimbabwe. Eh bien, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a donc atterri à Pékin pour une visite d'État de 5 jours, un long séjour pour réaffirmer les liens économiques anciens entre les deux pays. La Chine est en effet le plus gros investisseur étranger au Zimbabwe. Mais Mnangagwa et Xi Jinping devraient donc aussi parler politique au vu d'ailleurs de l'implication de la Chine dans les affaires zimbabwéennes. Eh bien, il faut le dire, la Chine et le Zimbabwe, ça fait un long parcours. Et aujourd'hui, M. Emmerson, qui veut d'ailleurs marcher sur les pas de son prédécesseur, à savoir M. Robert Mugabe, aujourd'hui, la Chine semble désormais être une nation assez plus ou moins très prisée par le continent africain dans les relations bilatérales pour un processus, alors pour des rapports plutôt gagnant-gagnant comme le laisse entendre la presse africaine. Oui, arrêtez. La Chine a toujours intéressé le continent africain. La plupart des palais présidentiels qui ont été construits sur le continent africain ont été le fait des Chinois. Il s'agit d'un partenariat qui date. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, la Chine s'est un peu repliée sur elle-même. Et puis, ce qui intéresse aussi les partenaires, les pays africains, c'est que la Chine ne vient pas sur votre pays, sur votre territoire, vous donner des leçons de démocratie, des droits, de respect des droits de l'homme. Ça, la Chine, ça n'intéresse pas la Chine. Ce qui intéresse la Chine, c'est le business. Naturellement. Et ça, c'est ça qui intéresse justement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le continent africain, je dis les présidents africains sont intéressés par la Chine. Les présidents africains sont intéressés par la destination chinoise et vice-versa. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce partenariat gagnant-gagnant, c'est important. D'accord. Mais est-ce que finalement, vous avez l'impression, comme d'aucuns pensent, finalement, que la Chine est en train de mettre hors jeu un bon nombre d'États européens qui avaient jusqu'ici quasiment établi leur laurier du côté du continent africain? Écoutez, le continent africain n'est la chasse gardée de personne.
Le continent africain n'est pas la chaise gardée ni de la France, ni des États-Unis, ni de la Belgique. Le continent africain, c'est un continent ouvert à toute forme de partenariat gagnant-gagnant. Naturellement. Mais il ne faut pas qu'on soit dans une sorte de partenariat de dupes. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous comparez les investissements chinois en Afrique et les investissements, par exemple, français, vous constaterez que il s'agit des investissements chinois sont visibles et lisibles, alors que pour la plupart des investissements français, c'est des investissements un peu virtuels, un peu et des dupes. Donc, et en plus, sur le plateau, vous avez des actes de corruption, vous avez des leçons de démocratie qu'on vous donne tout le temps. Donc je crois qu'il faut que le continent africain puisse explorer ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, je pense aussi que les Chinois sont capables, ils sont plus disposés à nous donner, ils sont plus disposés à faire la transfert de technologies que l'inverse. Mais le problème, c'est qu'il appartient justement au continent africain de pouvoir désormais profiter de ces partenariats, non pas seulement, il ne faut pas que ce soit un partenariat déséquilibré. Parce que si c'est déséquilibré, on va se retrouver dans le même travail. Il faut que, si c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire 50-50, c'est que la Chine nous donne la Chine ce que nous lui donnons et que nous prenons ce que nous pouvons prendre la Chine. Mais si nous ne sommes pas compétitifs, si nous ne sommes pas violents comme le sont les Chinois, ce sera toujours un partenariat déséquilibré. D'accord. Eh bien, on va donc quitter l'Afrique de l'Est cette fois-ci pour l'Afrique du Nord. On parle naturellement de ce permis à point qui est donc finalement à point tel que nous revoyons ce matin la presse algérienne parlant toujours de sécurité routière avec donc le soir d'Algérie, permis à point. C'est donc parti. Attention, votre permis de conduire, même s'il date de 50 ans et depuis quasiment hier, un permis de conduire à point. Enfin, après quelques retards, le permis de conduire algérien entre dans l'espace électronique. Titre donc le soir d'Algérie avec le quotidien El Moudjahid. Lancement donc du permis de conduire biométrique électronique à la une du journal. Un autre jalon dans la modernisation de l'administration. Titre donc El Moudjahid qui est naturellement en kiosque. Un autre journal qui a revenu sur cette actualité, c'est donc El Watan. Le permis à point vers plus d'efficacité. S'interroge donc le quotidien El Watan qui nous fait savoir que l'opération de lancement du permis à point est prévue, qui était prévue hier au centre biométrique d'El Amiz. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui, a présidé à cet effet la cérémonie de délivrance donc, des premiers spécimens. La Nouvelle République est également revenue sur cette actualité. Bedoui lance l'opération de délivrance du permis à point. Les conducteurs sanctionnés à point dès le début du mois de mai. Alors finalement, l'Algérie qui a lancé ce permis de conduire à point, est-ce que vous avez finalement l'impression que c'est une formule magique pour finalement diminuer ne serait-ce le taux d'accident de circulation du côté de l'Algérie? J'imagine que la première intention, le premier objectif de lancement de ce permis à point, c'est d'abord le contrôle du fichier automobile, c'est-à-dire des usagers. Et ensuite, de pouvoir limiter, je veux dire, essayer de régler le problème de la criminalité routière. Parce qu'il y a aussi, non seulement la criminalité routière, mais même la délinquance routière. Donc je crois qu'il s'agit d'une révolution. C'est-à-dire que désormais, lorsque vous causez un acte, vous conduisez en tant que délinquant routier, les services de police ont la possibilité de pouvoir régler cette question de manière plus rapide qu'avant et lisible. C'est-à-dire que dès qu'on a introduit telle chose, les données dans la machine, ça devient, il ne faut plus les changer. Aujourd'hui, on se retrouve dans certains pays avec des permis clandestins, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le fichier de l'État, mais on ne sait pas comment vous avez fait pour l'avoir, ces permis. Donc je pense que ça résout également ce problème. D'accord, eh bien c'est donc une grande actualité donc, et qui intéresse actuellement, on va dire, la totalité de la presse algérienne ce matin. On reste dans ce pays, bon, on parle de toute autre chose, et bien on s'intéresse aux syndicats autonomes dans ce pays-là. C'est naturellement que l'Algérie ne se porte pas totalement bien des revendications. On n'a plus finir avec dans le quotidien de Laurent, représentativité, le défi des syndicats autonomes, titre donc le quotidien de Laurent, l'expert social Noureddine Bouderba affirmé lors d'un débat organisé hier par l'intersyndicale au siège de l'UNPEF que 95% des travailleurs algériens ne sont pas syndiqués, et ce en dépit de la précarité sociale et de la précarité des emplois. Alors, il faut le dire, Albert Atto, depuis la semaine dernière, notamment, on a cette circulaire du gouvernement qui demande désormais aux différents syndicats
de ce pays-là d'avoir une véritable représentativité. On ne sait pas trop finalement ce que demande le gouvernement. Est-ce qu'ils doivent avoir des sièges, payer naturellement leurs droits. Alors finalement, est-ce que d'aucuns pensent que cette volonté du gouvernement-là de vouloir absolument demander à ces syndicats d'avoir une représentativité, c'est une espèce de pression sur ces syndicats qui plus ou moins ne sont pas légalisés par le gouvernement? Je pense que déjà, il n'appartient pas au gouvernement de demander au corps de métier de se syndiquer. C'est-à-dire que si les corps de métier ont une certaine représentativité, que ces corps de métier sont sérieux, ils doivent s'organiser en syndicat. C'est quand vous êtes organisé que vous êtes fort dans la négociation. C'est quand vous êtes organisé que vous constituez une force de pression. C'est quand vous êtes organisé que vous pouvez faire entendre votre voix. Et je crois que j'ai le sentiment que c'est un tapis rouge que le gouvernement est en train de dérouler aux corps sociaux, que de se mettre en syndicat. Parce que ce qui se pose souvent, comme la plus grande difficulté, c'est que lorsqu'il y a un problème qui se pose dans un secteur d'activité, le plus souvent, l'État ou le gouvernement n'a pas d'interlocuteur. Je veux dire, d'interlocuteur fiable. Il faut donc que, lorsqu'il y a des questions de revendication, par exemple, que le gouvernement puisse avoir des interlocuteurs connus. Et je crois que c'est dans ce sens et dans cette optique qu'il demande justement au corps de métier de se mobiliser, de se syndiquer, afin de pouvoir justement avoir des interlocuteurs connus qui sont représentatifs. D'accord. On va te sortir définitivement de l'Afrique du Nord avec donc cette information plus ou moins appréciable donc avec Égypte. Tout dit qui nous fait savoir à sa une ce matin que la star égyptienne de football Mohamed Salah associe dans son image à la participation d'une campagne dite non aux drogues, adoptée donc par le ministère de la Solidarité sociale et du Fonds pour le contrôle des drogues et de traitement des toxicomanies pour encourager donc la jeunesse égyptienne à rester loin de toutes sortes de drogues. Alors, des actions par on a vu bon nombre de stars de football africain accoler naturellement leur image dans le cadre de la lutte pour une cause carrément sociétale. On a vu Didier Drogba, on a vu Yaya Touré, on a vu Samuel Eto'o dans bon nombre de slogans. Aujourd'hui, la star égyptienne notamment à cause de son image dans le cadre de la lutte dite non aux drogues du côté donc de l'Égypte. Mohamed Salah, il joue le rôle qu'un citoyen normal devrait jouer pour s'il constitue justement un modèle pour ses jeunes compatriotes, c'est-à-dire le plaidoyer, jouer un rôle de plaidoyer. Mais je sais comment a dit qu'il appartient à l'État de régler cette affaire-là, parce que les drogues entrent par... Comment est-ce que les drogues se retrouvent sur le territoire? Ça veut dire qu'il y a des circuits par où transitent ces drogues-là. Il faudra beaucoup commencer par là, c'est-à-dire éviter que ces drogues rentrent sur le territoire. Et quand ça rentre sur le territoire, il faut que ce soit pas en grande quantité, comme c'est de plus en plus le cas sur le continent. Deuxième chose, je crois aussi que les autres relais comme les médias devraient jouer leur rôle. Parce que nous jouons un rôle parfois néfaste et nocif auprès de nos jeunes compatriotes. Le troisième rôle, et enfin, ça devrait être dévolu aux parents. Parce que c'est la cellule familiale qui moule la personnalité de l'enfant. Donc, si vous avez les parents qui ont confié l'éducation de leur enfant à la nounou, au répétiteur ou à la femme de ménage, croyez-moi, ou alors à Internet, c'est-à-dire Facebook, WhatsApp, ou à Nouvelle TV, croyez-moi, vous n'aurez vos yeux que pour pleurer. Donc, je pense qu'il s'agit d'un rôle d'ensemble qui, M. Mohamed Salah, ne constitue qu'un maillon dans ce rôle. D'accord, on va aller dans un pays que vous aimez assez, Albert Anatole. On ira du côté de la Côte d'Ivoire. On s'intéresse naturellement au parti unifié RHDP avec donc l'intelligent d'Abidjan. Soro, nous dit le journal, réclame finalement
tête-à-tête avec donc Madame Dagri Diabaté pour faire des propositions telles que nous révèle ce matin. Donc l'intelligent d'Abidjan, et bien M. Guillaume Soro qui veut désormais un tête-à-tête avec Madame Dagri Diabaté pour faire finalement des concessions, alors des propositions telles que nous révèle ce matin l'intelligent d'Abidjan. Il faut dire, Albert, on attend que ce débat autour du parti unifié ne cesse en tout cas d'attiser les débats du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, bon, c'est le temps que lors des dernières sénatoriales, ils ont pratiquement fait... Tout raflé. Ils ont carrément fait un razzia, une sorte de razzia, autant pour moi, une sorte de razzia, sur les 66 sièges, je crois, qui étaient à pourvoir, ils en ont eu 50, une cinquantaine, je crois. Bon, je crois que le RHDP s'agit d'un parti unifié. Vous avez oublié de souligner qu'il s'agit d'un parti proche du pouvoir. Proche du pouvoir, là. Donc, je crois qu'ils doivent pouvoir aménager leur monture en attendant l'échéance de 2020, si jamais elle va se tenir, cette échéance-là. Il faut donc justement se parler. Je crois que c'est mieux de se parler, de dialoguer, de se concerter que d'engager des hostilités. C'est-à-dire que de faire la guerre. Et je crois que si ça avait été le cas lors de l'élection de la petite poste électorale en Côte d'Ivoire, on n'aurait pas perdu beaucoup de familles ivoiriennes, ne seraient pas orphelines de leur père ou de leur mère, ou n'auraient pas perdu même leur famille en tout cas. Je crois qu'il s'agit de grandes manœuvres qui sont logiques et légitimes en période préélectorale. Alors finalement, est-ce qu'il est possible d'admettre finalement ce parti unifié là sans le PDCI aujourd'hui? Je pense que la plupart sont des fouettistes. Et il me semble que le leader du PDC, c'est un fouettiste. Maintenant, vous savez, dans une maison, il peut y avoir plusieurs chambres. Chacun a sa perception, chacun a ses objectifs, chacun a ses ambitions qui peuvent être légitimes. Mais non, chacun a il y a le rapport de force au niveau de la scène politique. Je pense que si le PDCI pense qu'il est un acteur incontournable au niveau de la négociation, en vue de l'élection présidentielle 2020, il va falloir justement faire avec. Si le RHDP pense qu'ils peuvent aller avec le RDN, en tout cas, la Côte d'Ivoire est un pays coutumier des alliances politiques. Bon, je pense que... Sauf qu'on a l'impression que finalement, en fait, depuis quelques temps, les enjeux sont plutôt assez importants. Finalement, on a l'impression qu'on joue un tout petit peu à des petites cachettes du côté des chapelles politiques du côté de la Côte d'Ivoire. Personne ne veut finalement se dévoiler. On a vu un tout petit peu le jeu du RDR qui me semblait visiblement aussi se donner à bras le corps dans ce processus de parti unifié, mais finalement qui est un tout petit peu réticent. Et le PDCI de Henri Konan Bédié qui veut un tout petit peu jouer, on ne dira pas les troubles faits, mais qui veut également rentrer dans ce cercle assez important, surtout que le RHDP vient, vous l'avez tout à l'heure, de rafler quasiment la mise dans le cadre des élections sénatoriales qui viennent de se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire. Écoutez, je viens de dire que dans tous les cas, l'élection présidentielle 2020, elle est encore lointaine, donc personne ne peut encore se prononcer sur les stratégies. Parce que se prononcer actuellement sur une élection qui est prévue en 2020, je crois que ce serait carrément épuiser ses cartouches avant le jour J. Je crois que nous sommes là dans la logique des stratégies, comme je le disais, pré-campagne, pré-électorale. Donc je crois que nous avons le temps d'observer ce qui va se passer du côté de la Côte d'Ivoire. On va sortir avec l'Inter, mon cher Roger Liga. Cette dernière une du côté de la Côte d'Ivoire. Procès du putsch manqué au Burkina Faso en 2015. Donc, Dédéré cite Soro et Van Godo à la barre, titre le journal et révèle j'ai eu leur soutien moral et financier, ce que Dibril Bassouli a déclaré à lire dans les colonnes du dit journal. Alors finalement ce procès du push manqué, donc on va dire qu'il va d'ailleurs rentrer dans une des phases les plus importantes. Ça sera aussi à avril très prochain. On a finalement un bon nombre de personnalités du continent qui sont citées dans ce dossier la semaine dernière. On parlait naturellement de ces chefs d'État qui sont cités à témoin pour naturellement venir donner leur part de vérité dans ce dossier du putsch manqué du côté du Burkina Faso. Alors Dindéré qui cite notamment Soro et Van Goba dans ce dossier qui sont d'ailleurs traduits du côté de la barre. On a finalement l'impression que ce dossier accable plus ou moins toute l'Afrique. Toute l'Afrique, certainement, mais écoutez, moi, ça c'est un avis qui est personnel et je l'assume. D'accord. Je pense que le continent africain a d'autres défis à relever. Parce que vous ne pouvez pas avoir la prétention d'aller balayer devant la cour du voisin quand votre cour est sale. Ça, je crois que c'est être prétentieux.
Et je crois que... Il a fait allusion à qui? Je fais allusion à ceux qui pensent qu'ils peuvent aller faire le nettoyage au Burkina Faso, alors qu'ils ont la boue à ramasser devant leur porte en Côte d'Ivoire, par exemple. Ils ont beaucoup de problèmes à résoudre en Côte d'Ivoire. Je parle du cas Soro, donc, qui est certainement indexé dedans, entre autres. Mais vous savez aussi, lorsqu'on parle d'un push, il s'agit avant tout, peut-être d'un procès militaire, mais davantage d'un procès politique. Et moi, généralement, je suis très circonspect, très réticent quand il s'agit de ce genre de choses. Parce qu'il y a toujours les non-dits dans une affaire comme celle-là. Il faut donc pouvoir prendre le recul. Mais, comme je le disais tantôt, l'Afrique a plus besoin de mettre son énergie pour son envol économique, pour la sécurisation de son territoire, qui est davantage attaqué par les vautours mercenaires extérieurs et non par des guéguerres qui davantage fragilisent ses ambitions d'émergence. Moi, je pense qu'il s'agit de l'énergie qu'on va une fois de plus dépenser inutilement dans une affaire qu'on aurait pu inviter, qu'on devrait inviter. Éviter en tout cas. Moi, je pense quand même que le Burkina Faso, c'est un pays qui a des ambitions d'émergence. Je pense qu'il faut que le président burkinabé puisse véritablement s'investir à résoudre les problèmes des Burkinabés autant pour moi. D'accord. En tout cas, c'est, comme vous l'avez d'ailleurs si bien dit, une véritable honte pour le continent africain qu'on ne puisse pas naturellement préserver cette paix qui nous est d'ailleurs si chère. C'est sur ce mot naturellement que nous allons définitivement mettre la clé sur le plateau. Albert Antoine, merci d'être passé par ici ce matin. Demain, si l'électricité va revenir dans mon secteur, je serai sur ce plateau. En tout cas, si ça ne reviendra pas, il faudra tout simplement prendre votre mal en patience. Ainsi va le continent. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir religieusement suivis depuis vos domiciles. En tout cas, nous prenons rendez-vous pour une autre édition de la Grande Tribune. Ce sera probablement demain lorsqu'il sera l'heure. Très bonne journée en compagnie des programmes d'Afrique Média Télévision. Tu veux dire